Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui, mais me voici devant la caméra pour en faire une parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et parce qu'il était temps que je vous parle de La Montagne Magique de Thomas Mann. La Montagne Magique de Thomas Mann faisait partie de ces romans que je voulais absolument découvrir en 2017, tout simplement parce que un de mes amis les plus chers me l'avait beaucoup recommandé et du coup il fait partie de ceux dont je suis les recommandations un peu à l'aveugle et voilà, il fallait absolument que je le lise cette année enfin. Ça a été une grosse brique de près de 1000 pages, ça m'a pris 2 mois pour le lire, j'ai marqué énormément de passages, ça a été une excellente lecture, je peux vous le dire tout de suite, il fait partie de ces romans qui feront partie des grands chefs-d'œuvre que j'ai beaucoup aimé de toute ma vie. Donc voilà, il a son poids dans la littérature et dans ma bibliothèque. Avant cela, je ne connaissais pas Thomas Mann, je ne connaissais pas La Montagne Magique, je ne l'avais jamais croisé nulle part, en tout cas ça ne m'avait jamais vraiment marqué, jusqu'à ce que donc cet ami m'en parle. Thomas Mann est un auteur allemand né en 1875 et qui a écrit pas mal de romans et d'essais et je pense aussi de nouvelles. Il a remporté le prix Nobel, il a remporté pour un autre livre, pas pour La Montagne Magique. D'ailleurs moi je pensais que le prix Nobel de littérature était attribué à toute l'œuvre de l'auteur. Mais en écoutant un podcast, j'ai appris que non et que justement dans le cas de Thomas Mann, il a reçu le prix Nobel de littérature par rapport à sa saga ou à son roman Les Buddenbrooks qu'il avait écrit bien avant La Montagne Magique et justement il était un peu énervé et déçu parce qu'on n'avait pas pris en compte La Montagne Magique justement lorsqu'on lui a décerné le prix Nobel de littérature. Ce qui m'avait beaucoup intriguée quand j'ai lu le résumé de ce roman-là, c'est que ça va nous raconter l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Hans Castorp. D'ailleurs il fait partie aujourd'hui de ces personnages que je retiens comme Meursault de L'étranger de Camus ou encore le personnage de Voyage au bout de la nuit de Céline. Voilà, des personnages phares dont je retiens le nom. Donc je disais qu'est-ce qui m'avait marqué dans le résumé quand je l'avais lu juste avant de commencer le roman, c'est que ça allait nous raconter l'histoire de Hans Castorp qui était un jeune homme qui allait partir dans un sanatorium pour rendre visite à son cousin malade et avec l'idée de passer 3 semaines avec lui avant de revenir pour commencer sa carrière d'ingénieur. Sauf que les 3 semaines vont se transformer en 7 ans. Et on allait découvrir comment est-ce qu'un projet de 3 semaines allait se transformer en 7 ans et pourquoi est-ce que le personnage allait redescendre de la montagne magique au bout de 7 ans et non pas dans un délai beaucoup plus court. Voilà. Ce roman-là a été inspiré par l'histoire de la femme de Thomas Mann qui était malade, qui était justement dans un sanatorium et justement il allait lui rendre visite et du coup ça l'a inspiré. Au début apparemment il voulait l'écrire un petit peu comme une suite par rapport à sa nouvelle Une mort à Venise, quelque chose comme ça, mais finalement il s'est retrouvé avec 1000 pages parce qu'il y avait eu le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et ça l'avait beaucoup impacté, ça avait beaucoup influencé ses pensées, ses idées et justement l'écriture de cette histoire-là. Puisqu'il avait commencé à écrire ce roman en 1912 et il l'a terminé en 1923. Ensuite il a été publié, il me semble, entre 1924 et 1926. Je sais aussi que par rapport à la traduction française, il y a une nouvelle traduction française qui est sortie en 2015 ou en 2016. Et c'était drôle parce que justement dans le podcast que j'écoutais, il y avait un extrait audio où on entendait Thomas Mann en train de parler, il me semble qu'il parlait même en français, et où il disait qu'il était très satisfait de la traduction française, justement celle que j'ai. Et du coup ça m'a pas mal rassurée quand même, même si la personne qui intervenait dans le podcast et qui était justement, il me semble, la seconde traductrice disait que cette traduction là était un peu pas tout à fait très pointue, très précise, très fidèle parfois, et que si Thomas Mann avait dit qu'il aimait bien la première traduction, c'était tout simplement parce que il était content qu'il soit traduit très vite et que les lecteurs français pourraient les lire à ce moment-là. Bref, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé cette traduction, je dois le dire, je l'ai trouvée correcte, je n'avais vraiment rien à reprocher à cette traduction-là. On va plonger maintenant un peu plus dans le roman La Montagne Magique.
Donc c'est un roman qui est considéré comme un roman d'apprentissage ou un roman de formation. C'est tout simplement ce genre de roman où on a un personnage principal qui va être justement formé, entre guillemets, éduqué, entre guillemets, par plusieurs personnages, notamment dans ce roman-là. Et où le personnage principal donc se cherche, il est dans une sorte de quête, soit quête d'identité, il cherche à se connaître et surtout à prendre certaines positions par rapport à un certain nombre de sujets, et il va être influencé par pas mal de personnages qui chacun représente un courant différent. Dans ce roman-là, donc, on va suivre Hans Castorp. L'histoire va très vite au début. L'histoire est très prenante au début, les 250 premières pages, je pense que je les avais dévorées, et ensuite un peu l'équivalent, ça a été très lent, et après ça a repris aussi un peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce roman-là pour moi est un roman en premier lieu sur le temps. L'auteur parle beaucoup du temps. On se régale dans ce roman si on est friand justement de ce concept-là qui est le temps, et si on aime beaucoup réfléchir dessus et philosopher dessus, là on est vraiment servi. Il en parle beaucoup et d'une façon très belle et très intelligente et très poétique. D'ailleurs, il nous dit par exemple comment, par exemple quand vous partez en vacances au début, les 3 premiers jours vous semblent lents, et quand il vous reste 2 jours avant la fin des vacances, eh bien ces 2 derniers jours passent très rapidement. Et bien ici c'est un peu pareil, les 3 premières semaines dans la montagne vont peut-être constituer 40% du roman, ou alors le 1/3, et les 3 dernières années vont constituer genre 30 pages ou 20 pages. Donc voilà, et ça a été très intéressant justement du côté de la narration de ce roman-là, sachant qu'il va parler du temps énormément et pratiquement au début de chaque chapitre, et c'était à chaque fois délicieux, c'était génial. Et du coup je me suis dit mais comment ça va être après quand je lirai Proust, qui est apparemment peut-être le maître justement lorsqu'il s'agit de parler du temps qui passe, mais peut-être que je me trompe. Donc je disais qu'on va suivre l'histoire de ce jeune homme qui a la vingtaine, qui monte dans cette montagne-là et qui va rencontrer son cousin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le titre original en allemand, mon ami qui m'a justement recommandé le roman m'a dit que la traduction du titre la plus fidèle ne serait pas la montagne magique, mais serait la montagne un peu ensorcelée ou ensorceleuse, qui a un effet un peu ensorcelant sur ses habitants, et effectivement j'ai trouvé que c'était beaucoup plus proche de l'univers de ce roman plutôt que la montagne magique. Donc en fait au début, quand Hans Castorp arrive dans cette montagne-là, il arrive en mode homme civilisé avec son chapeau. Il est un peu étonné de voir que personne ne porte un chapeau dans le sanatorium. Il les trouve un peu bizarres, il les appelle les gens d'en haut. Et voilà, il y a clairement un décalage entre lui et ces gens-là. Et puis, plus le temps va passer, et plus bien sûr il va commencer à faire partie d'eux, il va commencer à voir le monde comme eux ils le voient. Et justement, c'est une sorte de métaphore, je pense, où il commence à voir un peu le monde d'en haut, en fait, avec un certain recul par rapport aux gens d'en bas, aux gens de la plaine, comme il les appelait. Il va prendre une nouvelle routine, de nouvelles habitudes, chaque jour c'est la même chose, ils vont découvrir, enfin je vous laisserai découvrir comment il va passer finalement 7 ans dans ce sanatorium. Et en fait tout au long de ces 7 ans il va rencontrer un certain nombre de personnages qui vont l'influencer et qui vont un peu essayer de l'éduquer en fait, et d'essayer de c'est ça en fait, éduquer ce jeune qui pour eux est très influençable, il a encore beaucoup à apprendre, et ce sont des personnages qui sont très différents, qui se disputent souvent et qui prennent tous très à cœur cette mission un peu d'éduquer la jeune génération, et ils vont commencer un peu à le tirailler chacun de leur côté. Les 2 personnages principaux étaient, en tout cas pour moi, après il y a un 3e personnage qui va arriver, mais les 2 personnages principaux étaient Nafta et Settembrini. Tout d'abord on a Settembrini qui vient, c'est un jeune, pas un jeune, c'est un intellectuel italien qui représente un peu la raison, la science, qui est en train de bosser sur une encyclopédie et sur un projet, un gros projet européen, etc. Après on a, bien plus tard dans le roman, va se présenter un autre personnage qui s'appelle Nafta.
Et alors que Settembrini justement représente un peu l'humanisme, la raison, le siècle des Lumières, etc., Nafta, lui, c'est un peu la religion, la passion, le radicalisme, beaucoup d'émotions. Et après, les meilleurs passages, tous ceux que j'ai marqués, ce sont des passages, je pense, où c'est Settembrini qui parle, et ensuite c'est quand c'est Settembrini et Nafta qui sont en train de débattre et qui chacun essaie de convaincre le jeune par leurs idées à eux, et ils essaient chacun de les tirer vers eux. Après, Hans Castorp, c'est quelqu'un qui est très dans l'observation, il ne prend pas vraiment position, il est là, il reçoit et pratiquement jamais il ne prend de position, même jusqu'à la fin du roman, il n'en prend quasiment pas. À la fin de ma lecture, j'en ai parlé évidemment avec la personne qui me l'a conseillé, et donc elle m'a éclairé un petit peu. J'avais quand même certaines questions qui sont restées dans ma tête en suspens, et donc lui il m'a dit qu'en fait le personnage de Hans Castorp représentait l'Allemagne, que Settembrini représenterait la nouvelle Europe, l'Europe progressiste. D'ailleurs il parle beaucoup du progrès, enfin même pas des avantages du progrès, des progrès, mais de l'évidence que le progrès est nécessaire à l'humanité pour avancer, etc. Et Nafta justement représenterait l'ancienne Europe, l'Europe traditionnelle, l'Europe conservatrice, religieuse, etc. Et c'était, du coup, ça m'avait donné une toute autre perspective du roman, et effectivement c'était assez impressionnant de découvrir et de réaliser que les personnages étaient beaucoup plus que des personnages, et que finalement c'était un peu une sorte de roman politique qu'on pourrait lire de toute façon soit sous un angle politique, soit sous un angle philosophique. Et moi clairement c'est sous l'angle philosophique que je l'avais lu et que je lis très souvent les romans. Donc voilà, et après il va y avoir un autre personnage qui va arriver, c'est un homme, lui j'avais pas vraiment compris son utilité, mais en même temps je me doutais bien de ce qu'il pouvait bien représenter, parce que c'était un homme, c'était très drôle en fait, c'était un homme qui impressionnait, mais quand on creusait un petit peu, on réalisait qu'il n'y avait rien d'impressionnant chez lui. Mais qu'il impressionnait les gens quand même, qu'il essayait d'imposer ses idées. Il y avait des situations très très drôles parce que il ne terminait jamais ses phrases par exemple, et donc il n'y avait pas vraiment de contenu, il n'y avait pas vraiment d'idées. Mais c'est quelqu'un qui impressionnait aussi par ses apparences. Et après, quand j'ai posé la question à mon ami pour lui dire, et lui il représentait quoi en fait, il m'a dit ben, le capitalisme. Et c'était juste, voilà, ouais, effectivement c'était ça, et dès qu'on commence à réfléchir un petit peu, ça devient évident que c'était ça. Et donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman et cette partie analyse en postface un peu, en discutant avec mon ami. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce roman-là traite de plusieurs sujets majeurs, notamment la maladie et la mort. Parce que après tout, on se retrouve on est bien dans un sanatorium et où tout le monde est malade. Donc il y a des gens qui vont mourir, et donc ça va beaucoup parler de la maladie et de la mort. Et là encore une fois, ça représenterait une Europe malade, et que le personnage principal avait besoin de prendre du recul pour réaliser justement toutes ces maladies, etc. dont souffrait l'Europe, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a aussi un personnage qui va représenter, enfin une femme dont il va tomber amoureux en quelque sorte, et cette femme-là, bizarrement, elle lui rappelle un ancien ami de quand il était jeune, de quand il était à l'école. Et là c'est un peu marrant parce que Thomas Mann était homosexuel, et donc j'ai trouvé que c'était un clin d'œil assez sympa et assez subtil, et assez... c'était fait d'une manière un peu artistique quoi. Avant de conclure cette vidéo, j'ai envie de parler de la fin de ce roman, parce que c'est une fin qui m'a beaucoup marquée, et c'est un peu ce que j'ai retenu finalement de ce roman-là, et c'est ce que j'en ai gardé un peu. Il y a une scène magistrale à la fin de ce roman, qui est une scène entre Settembrini et Nafta, donc les deux courants, le religieux passionné très radical, des fois il l'appelait le terroriste, ça me faisait marrer un peu, et d'un autre côté on a Settembrini, la raison, l'intellectuel, le progrès, la science, etc. etc.
Ils vont discuter plusieurs fois pendant le roman, ils vont se disputer plusieurs fois et les deux à chaque fois ont d'excellents arguments et on est comme Hans Castorp en quelque sorte tiraillé entre les deux. Parfois on est beaucoup plus du côté de Settembrini, parfois on trouve que quand même les arguments de Nafta ne sont pas du tout cons, ils sont même jubilatoires parfois, en tout cas pour moi. Il faut dire que moi, même si j'adorais Settembrini, mais dès que Nafta a commencé à parler, c'était mon homme quoi. Je ne sais pas, c'était peut-être ce côté passionné, religieux, mais en même temps, pas religieux aveugle, pas religieux con, c'était un peu le religieux un peu nihiliste, le religieux un peu qui trouvait que tout était absurde, enfin ce côté-là. Que j'aimais beaucoup, il s'énervait, il prenait tout à cœur, même Settembrini s'énervait, il prenait tout à cœur. Mais enfin voilà, et à la fin, il va y avoir comme une sorte de battle finale et on a l'impression d'avoir deux grands titans qui vont se battre, deux grandes pensées qui sont juste les deux grandes pensées, moi personnellement dans ma vie privée, dans ma vie interne qui me tiraillent, qui allaient avoir une dernière bataille. Et en fait l'issue de cette dernière bataille m'a laissé un peu sur le cul quoi. J'arrivais pas à y croire, j'étais choquée et je me disais mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire en fait. Et du coup voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman, c'était un roman essentiel et très important pour moi du coup, qui m'a beaucoup appris et qui m'a beaucoup fait réfléchir surtout. Thomas Mann était un homme très instruit, c'était une sorte d'encyclopédie ambulante et on le découvre dans La Montagne Magique parce que ça va parler d'énormément de sujets, pas que de l'intellect, de la raison et du côté religieux, spirituel, pas que des soucis politiques, mais ça va parler d'énormément de sujets très divers et diversifiés et c'était très agréable à lire, j'ai beaucoup aimé, je le recommande à 1000%. Maintenant il faut juste savoir dans quoi on se lance, il n'est pas compliqué je trouve qu'il est à la portée, il est juste long et lent. Et maintenant que j'y pense, c'est vrai que très souvent je ne pouvais pas lire plus de 4-5 pages quoi. Voilà, il y avait des passages, énormément de passages où je pouvais pas lire plus de 4-5 pages, donc c'était quand même assez dense, assez intense, mais accessible je trouve quand même. Donc voilà, pour ceux qui l'ont dans leur palle et qui hésitent, allez-y, sachez juste que ça risque de vous prendre quelques mois et non pas quelques jours ou quelques semaines, et soyez prêts et prêtes pour ça, et puis voilà, je vous souhaite une bonne lecture si vous décidez de vous lancer dedans, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, si vous comptez le lire, et si vous avez lu d'autres livres de Thomas Mann, d'autres textes de Thomas Mann, ou si vous avez des documentaires, des podcasts, n'hésitez pas à partager tout ça avec moi. Et donc je vous souhaite de faire une bonne lecture si vous décidez de vous lancer, et je vous dis à bientôt, salut!